Bon, je propose de commencer. Donc, bonjour à tous, merci d'être à l'heure. Donc, je suis Julie Doisy du réseau Cocane, je suis chargée de mission accompagnement socio-professionnel pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, on a organisé ces webinaires suite à des temps d'échange qu'il y a eu depuis la 3e semaine du début du confinement entre ASP et CIP, et puisqu'on voyait qu'il y avait des thématiques qui se dégageaient et qui finalement concernaient l'ensemble des permanents du jardin. Donc on en a fait une première la semaine dernière sur préparer la reprise, et on en fait une aujourd'hui sur la formation gestes barrières. Alors c'est un parti pris qui est plutôt sur l'angle psycho qu'opérationnel. Il y a d'autres instances organisées par le réseau avec les chargés de mission ad hoc sur ces aspects-là. Aujourd'hui, on va écouter le témoignage de Marie, qui est ASP au Jardin du Chéran à Millau, parce qu'ils ont mis en place une action qui me paraît pertinente. Ensuite, on écoutera Paul Millet, donc, qui est notre intervenant, qui a été médecin du travail, qui est ergonome et psychothérapeute. Et puis après, on essaiera de se réserver un temps de questions-réponses. Alors, ce n'est pas très interactif, vous avez tous le micro fermé. Si vous voulez demander la parole, je vous invite à utiliser le chat. Et puis pour les questions-réponses, pareil, d'utiliser le chat et je poserai les questions directement à Paul. Voilà. On enregistre la conférence. J'ai fait des tests, normalement ça ne devrait pas poser de soucis. On vous la fera suivre, ainsi que des comptes rendus et puis des références bibliographiques. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Ok, les présentations, ça marche. Paul, tu peux fermer ton micro s'il te plaît? Et puis on va commencer par t'écouter, Marie. D'accord, bonjour déjà. Je me présente, je suis accompagnatrice socio-professionnelle au Jardin du Chéran à Millau. Nous, on a maintenu l'activité depuis le début. On avait une dizaine de salariés qui étaient arrêtés, dont 3 pour garde d'enfants, 2 en maladie et 3 autres pour des difficultés de santé, des problèmes de santé voilà, qui empêchaient de travailler. Donc, on a mis en place une réunion il y a 15 jours pour pouvoir échanger sur la situation du Covid avec les salariés. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, il ne faut pas que tu bouges trop ton fil. Ah, d'accord. Voilà, là c'est mieux. D'accord. Donc, on avait décidé voilà, de partager un moment avec les salariés après le repas. J'ai animé la réunion. On a commencé par poser des questions d'ordre général sur la situation, donc c'est-à-dire comment les salariés percevaient cette situation de confinement à la maison, au travail, voilà, par rapport aux gestes barrières, par rapport à l'ensemble de la situation. Est-ce qu'ils trouvaient qu'on avait mis en place les bonnes mesures, les bons gestes, les bons moyens, les bons outils pour assurer, pour éviter la transmission du virus, tout simplement. Et donc, on leur a laissé un temps de réflexion à l'écrit. Et ensuite, ils ont pris la parole à tour de rôle, voilà, pour nous apporter chacun leur ressenti, leur réflexion, et aussi apporter de nouvelles idées sur les différents moyens, les différents outils qu'on pouvait mettre en place. Donc, ce qui en est ressorti, c'est que, en général, ils ont été contents parce qu'on a été réactifs, c'est-à-dire toutes les mesures de distanciation ont été respectées. Les masques, on en a eu rapidement, des masques en tissu, lavables, voilà, qu'on lave tous les jours en fait. Il y en a 2 par personne. Voilà. Ils ont été contents de ça. Après, ils nous ont fait part qu'il manquait peut-être des points d'eau. Donc, on en a rajouté sur le jardin à différents endroits. Enfin, 2 points d'eau, on a rajouté. Qu'est-ce qu'on a mis en place d'autre?
Aussi, plus de gel hydroalcoolique, bon, on a été fourni au fur et à mesure. Et ensuite, on a mis en avant la responsabilité de chacun pour la gestion des déchets. Et ça, c'était un problème aussi sur le jardin. Les personnes qui s'occupaient de l'entretien devaient souvent ramasser les déchets des autres. Et donc, c'est là où la propagation du virus était importante. Donc voilà. Voilà, ça a été une réunion du coup, comment dire, positive dans le sens où chacun a pu prendre la parole, chacun a pu faire part un peu de ses sentiments et aussi, voilà, ça a été un moment pour les rassurer, un moment aussi pour leur rappeler l'importance du respect des règles, des gestes et, voilà, et pour les remercier aussi d'être présents au jardin malgré le confinement. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus, Julie, dis-moi. Ce matin, quand on a préparé l'intervention, tu m'as raconté un petit peu comment vous aviez procédé. Donc, tu me disais quand même qu'il y avait eu un temps de préparation important et que ça avait. Oui. Comment est venue l'idée? Comment vous l'avez pensé, ce temps? Habituellement, au jardin, on fait une réunion avec les salariés par mois. Et là, déjà, par rapport à la situation, on n'avait pas mené. Et puis, ça a été un peu à la demande des salariés aussi. On a eu plusieurs questions de salariés et nous-mêmes, avec les encadrants, on a vu que on a décidé de mettre en place une réunion parce qu'on trouvait qu'il y avait trop d'incompréhension, trop de questions. Enfin, voilà. Et puis aussi à travers un échange avec vous, entre ASP, j'avais fait remonter l'idée avec Amadine, la directrice, et on pensait que c'était intéressant. En fait. Et, du coup, on l'a préparé avec la directrice, cette réunion, sur les questions à poser essentiellement. Bon, après, j'ai eu l'aide de certains encadrants. Et donc, j'avais fait un grand tableau. D'ailleurs, il est juste à côté. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Un très grand tableau avec 4 parties différentes. Donc, les 2 grandes parties sont la situation à la maison, la situation au travail. Voilà, avec points positifs, points négatifs de la situation. Donc, j'ai noté tous les avis, tout ce qui ressortait en fait. Toutes les paroles de chaque salarié, je les ai inscrites au tableau, voilà, de façon à bien se rappeler à voir ce qui a été dit. Et aussi les nouvelles idées. Donc que ce soit au niveau du travail. On a même abordé d'autres sujets sur la parité des tâches hommes-femmes. Enfin, voilà, ça a été aussi l'occasion de pouvoir échanger sur le travail au jardin. Donc, bon, quand j'ai présenté voilà, la réunion pour commencer les premières questions, voilà, c'était comment avez-vous perçu, comment percevez-vous la situation du coronavirus à la maison, au travail? Et pour vous, quels sont les points positifs, négatifs de la situation? Et est-ce que vous avez des propositions à nous faire vis-à-vis des gestes barrières ou voilà, des mesures d'hygiène à adopter? Et donc là, ils ont eu 10 minutes à peu près de temps de réflexion. Et donc après, à tour de rôle, ils ont pris la parole pour pouvoir échanger sur ça. Voilà, donc même les encadrants ont participé, voilà. Même la directrice et moi-même. Bon, ce qui ressortait, c'était qui? C'était force de proposition? Oui. Que ça avait renforcé la responsabilité des uns envers les autres? Oui, donc plus de solidarité, plus de cohésion, d'entraide. Voilà. Mais aussi, dans un sens, ça peut être source de conflits, etc. Parce qu'en fait, c'est tout bête, mais à cause des masques,
eh bien, ça cache les émotions ou on comprend mal des fois ce qu'on nous dit. Donc, ça peut être aussi sujet de tension. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que on a été soudés, quoi. Voilà. On sent que les personnes ont, ont bien compris l'importance de la situation. Et donc voilà. Et ce que tu me disais aussi, c'est que la nécessité de reprendre encore et encore les habitudes. Oui, oui. Oui, donc ça c'est une charge en plus. Ben, les encadrants nous le disent et l'ont dit aussi lors de cette réunion, mais c'est énormément de répétitions. Il faut tout le temps réexpliquer, faire attention parce qu'on peut vite oublier. En fait, le temps de pause à midi lorsqu'on mange ou à la pause de le café de l'après-midi, on retire le masque, on le pose et voilà. C'est faire attention à tout ça. Voilà. On a limité le partage des outils, on a limité le changement d'équipe. Voilà, on a une équipe un peu qui est sur la préparation des paniers, une équipe un peu plus sur la préparation des commandes professionnelles, d'autres en culture. On a vraiment limité voilà, ces échanges-là d'équipe. Après, bon, il y a eu beaucoup plus de charges de travail du coup parce qu'ils étaient moins nombreux et donc il fallait assurer le travail de la même façon. Et pour ça, ben, les encadrants ont félicité les salariés parce que c'est vrai qu'ils doivent assurer quand même. Voilà. On a une question, Marie, Oui. sur combien de salariés vous avez? Je pense que c'est pour se rendre compte un petit peu de la taille du jardin. À l'heure actuelle, on a un effectif de 30 salariés mensuels, mais là, du coup, on est à 20 salariés. Ok. Et là, à partir de la semaine prochaine, on ne sait pas encore, mais il devrait y en avoir 2 qui devraient revenir, mais que partiellement, parce qu'elles vont garder les enfants. Donc, et comme les enfants vont reprendre que peut-être 2 ou 3 jours semaine, voilà. Donc, voilà. On a recruté aussi, nous, hein, pendant le confinement quand même, parce qu'on était obligés, en fait. On était obligés, il y a eu des sorties et voilà, on a quand même fait un recrutement avec les distanciations, etc. Mais... Ok. Il y avait un recrutement de prévu déjà. On a une autre question de Séverine qui demande combien de temps a duré la réunion là, que vous avez mise en place et quel type de propositions ont émané de cette réunion. Donc, tu en parlais notamment oui. sur des améliorations sur l'organisation des gestes barrières. Oui. Alors, la réunion, on était parti sur 1h15 de réunion. Au final, on a débordé. Ça a duré 2 heures. Ça a duré 2 heures, mais bon, on avait prévu ça voilà, de façon assez agréable. On était à l'extérieur, il faisait beau. Et on avait sorti le café, voilà, les gâteaux, etc. Donc, voilà. Et puis, bon, on était nombreux. Hein, donc, ouais, il y a une question sur le nombre d'encadrants, justement, pendant la période. 5. 5 encadrants techniques. Encadrant technique, il y en a 4. D'accord. Et un tractoriste. Ok. Voilà, assistant tractoriste. Donc, sur les propositions concrètes qui ont émané des jardiniers, on est sur donc l'amélioration. Alors, 2 points d'eau supplémentaires ont été placés à l'extérieur. Des distributeurs de papier à usage unique qu'on n'avait pas. On avait juste des rouleaux comme ça. Papier toilette aussi, du coup, parce que voilà. Non, mais en fait, c'est des. Ouais. Voilà, c'est vraiment pratique. Après, qu'est-ce qui a été dit d'autre? Plus de poubelles aussi pour les déchets à différents points clés. Et, donc ça a été réalisé rapidement. Voilà.
Et puis, on a eu un peu plus de gel hydroalcoolique aussi pour chaque poste. On a des petites bouteilles comme ça. Moi, j'en ai un dans mon bureau, par exemple. Et voilà. Ok. Voilà. Après, sinon, par rapport aussi au travail, il y en a qui ont parlé voilà, de la parité homme-femme au niveau des tâches de travail, d'une nouvelle organisation pour le rangement aussi, du temps de pause qui est un peu trop long entre midi et deux. Ok. Et vous avez prévu de réitérer ce type de réunion pour vous ajuster au fil de l'eau au niveau de votre organisation de travail? Oui, 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 oui. Du coup, bon, on n'en a pas refait depuis 15 jours de réunion, mais tous les matins, comme on fait l'appel, voilà, on donne des nouveaux éléments, voilà, des nouvelles infos. Donc, on échange tous les jours, du coup, avant de débuter le travail, on a un petit temps d'échange quand même avec la directrice et les salariés. Ok. Je propose, Paul, que tu enchaînes et puis après qu'on puisse rentrer dans les Oui, bah questions-réponses. écoute, vous m'entendez bien? Oui. Oui. D'accord. Parce que j'ai eu un problème tout à l'heure, j'ai été absent une fraction de seconde, je ne sais pas si tu as vu. Non. Non. J'ai voulu mettre mon son à 100 et quand j'ai cliqué sur le 100, c'est juste en face de l'icône quitter. D'accord. Donc j'ai quitté en effet quelques temps et puis je suis revenu. Bien. Ben, Marie, c'est Marie ou Nadine, je ne sais plus. Marie. Mais elle a tout dit, hein. Alors, on va essayer de le dire un tout petit peu autrement, mais en gros, alors déjà, pour refaire, ou redire et faire une synthèse de ce qu'on a dit la semaine dernière, elle a très bien décrit l'accueil. Hein. Bon, comment accueillir, voilà, les petits gâteaux, tout ce qu'on voudra. Il faisait beau dehors, en plus, ils ont eu de la chance, mais bon, ça, c'est pas de jeu. Ils sont dans une région où ils ont plus de beau temps que souvent dans d'autres régions, mais bon. Et donc, ce qui est important, voilà, ce qu'on a dit la dernière fois, la crise, le confinement lui-même, ça a généré forcément de l'inquiétude, voire plus de l'angoisse. En fait, une peur, parce que la peur, elle est tout à fait logique. La peur, parce que souvent c'est sémantique, hein. Dans la vie de tous les jours, on parle de peur. Quand on se retrouve la nuit face à un gros chien, on a peur, ça nous choque pas de dire ça. On fait une crise d'angoisse et on appelle ça angoisse. C'est de la peur. Physiologiquement, ça passe par les mêmes trajets, par l'amygdale, exactement partout, de la même façon. Simplement, dans l'angoisse, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de situation réelle. Psychologiquement, elle peut être réelle, mais dans la vie de tous les jours, il n'y a pas. Donc, en fait, là, c'est de la peur. Eh ben, ils ont eu peur de mourir, mais ça, on a tous eu peur de mourir. Celui qui dit que c'est pas vrai, il ment. C'est une évidence qu'on a tous eu peur de mourir le Covid. Il nous rappelle qu'on est tous mortels et que cette espèce de petit morceau de protéine bien faite, eh ben, elle peut nous amener très loin. En plus de ça, il y a l'histoire des personnalités. On a dit quelques mots la semaine dernière. C'est-à-dire que les gens, là, je parle alors donc des jardiniers en trajet de réinsertion, eux, ils ont probablement des problèmes de personnalité qui fait que ce ne sont pas forcément les plus observants qui soient dans leur trajet de vie, observants vis-à-vis des contraintes de la vie de tous les jours et de ce qu'on va appeler après le travail prescrit. Hein. Bon, l'incertitude. Et oui, on a parlé de ça parce que tout ça, ça crée beaucoup d'incertitudes chez ces gens-là, parce qu'ils ont eu donc peur de mourir, parce qu'ils ont peut-être des facteurs de risque qu'ils connaissent, parce que sur le plan psychologique, ils ont une histoire qui les amène ou qui les a amenés à passer par plein de choses qui ne sont pas le trajet habituel de la personne dite normale, avec beaucoup de guillemets, hein, parce que la normalité, ne me demandez pas quel est mon normalomètre, j'en ai pas. Hein. Mais, et puis des raisons sociales, c'est-à-dire leur situation actuelle, tout ça, ça génère de l'incertitude, ça génère de l'angoisse. Et donc, ils arrivent au retour, et ben là, ils ont une certaine peur, hein, peur de l'inconnu, peur de l'adversité.
parce qu'il y a aussi toute leur histoire du contact avec le jardin, qu'ils reviennent dans un milieu de travail, dans un collectif où c'était soit peut-être très bien, soit pas très bien quand ils l'ont déjà quitté pour le confinement. Ils se posent des questions, est-ce qu'ils vont être à la hauteur? Ils ont probablement une certaine peur de l'échec, même si certains la bravent et donnent l'impression du contraire. Donc, j'avais noté la prégnance de l'accueil, donc ça c'est ce que nous a très bien dit Marie. En effet, il faut un temps de parole, il faut qu'ils puissent évoquer leur vécu du confinement, leur peur et la manière dont ils vivent leur retour au travail. Donc ça, ben, c'est ce qu'ils ont fait là. Et je crois qu'en effet, c'est un temps, à mon avis, incontournable. Alors après, dans tout cela, l'intégration des gestes barrières, parce que après tout, c'est quand même ce qui est, j'ai envie de dire, le noyau de la situation actuelle de la reprise. Je pense qu'il faut valoriser le comportement vertueux, c'est-à-dire que le respect des gestes barrières, c'est pour soi et c'est pour les autres. Et ça, il faut absolument le valoriser, le faire comprendre, leur dire carrément que de respecter les gestes barrières, c'est rendre service aussi au collectif globalement, qui sera forcément moins soumis à des critiques s'il fonctionne le plus possible dans le respect des gestes barrières. Parce que bien sûr, dans ce respect des gestes barrières, il y a bien sûr, éventuellement, je ne sais pas les gants, quel type de gants ils mettent, les outils le plus possible individuels, tout ce qui s'ensuit, le nettoyage, tout ce qu'on voudra, la gestion des déchets, comme l'a dit Marie, tout ça. Mais il y a surtout le fait de porter le masque, éventuellement une visière, je ne sais pas si vous leur avez prévu des visières ou pas, et après de tenir avant tout la distanciation sociale, c'est-à-dire la distance. Et là, il faut savoir que il va falloir que tout le monde apprenne à ne pas le juger, ces gens-là. En général, vous savez, l'angoisse, ça génère des comportements pour le moins atypiques et curieux, bien souvent. Que ces gens-là, ils ont des habitudes qui sont aussi très fortement liées à l'émotion. Se faire la bise quand on arrive quelque part, c'est un rituel, on dit rituel, mais le rituel, c'est quoi finalement le rituel, si on pousse très loin, les obsessionnels, ils ont plein de rituels. C'est pour quoi faire? C'est pour calmer leur angoisse. Donc, si ils ne respectent pas la distanciation sociale, il va falloir leur expliquer toute l'importance et leur dire que ce n'est pas pour mettre de la distance volontaire entre les gens, entre guillemets, qu'ils soient plus productifs ou ceci ou cela, parce qu'évidemment, vous savez, l'être humain, quand il ne sait pas, quand il y a de l'angoisse, quand il y a de l'incertitude, il crée, il fait ce qu'on appelle des attributions externes. C'est-à-dire qu'il rend responsables les autres et il trouve plein de raisons. Il faut qu'il explique, il rationalise, donc il trouve des raisons. Alors les raisons, ça peut être tout ce qu'on voudra. Il n'y en a pas une plus précise que les autres. Donc, il va falloir leur dire que chacun est en lui-même protecteur de lui-même, des autres, du collectif. Il me semble que c'est quelque chose, Marie pourra nous dire s'ils ont valorisé ça, mais moi je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et alors, vis-à-vis pour ceux qui feront cette réunion, ne pas parler d'angoisse, essayer de laisser tomber l'angoisse, essayer de parler de peur, uniquement de peur. Et si on vous pose la question, de dire, mais oui, mais la peur, c'est normal. La peur, c'est pour ça que l'être humain est encore ici aujourd'hui. Les hommes primitifs, s'ils dormaient dans des arbres quand ils pouvaient, c'est pas par hasard. C'est parce qu'en bas, il y avait des serpents, il y avait des lions, il y avait tout ce qu'on voudra. Donc, la peur, elle fait partie de la protection et de la sauvegarde de l'être humain. Et ça, c'est important parce que ça peut les déculpabiliser beaucoup par rapport à ce qu'eux, dont probablement beaucoup ont eu au moins à avoir des contacts avec
des structures psychiatriques ou médicales à tout le moins, de services d'addiction ou d'autres choses, ils ont forcément entendu parler d'angoisse. On leur a parlé d'angoisse, d'angoisse, d'angoisse. Bon. Alors là, il vaut mieux à mon avis, il vaut mieux commuer ça en peur et parler de peur, parce que je pense qu'on peut l'expliquer. C'est normal d'avoir peur du virus, du Covid. C'est normal, hein, parce qu'il est mortel. Et dans la distanciation sociale, bien sûr, avec ce que je suis en train de dire là, il y a la question de la peur de l'autre. Parce que ce qui risque d'être évidemment ressenti par ces gens-là, c'est que, ou d'imaginer, c'est que finalement, c'est l'autre qui risque de faire finalement capoter le collectif, voire de le rendre malade, au sens propre, hein, par la transmission du Covid. Donc ça va être à gérer, de bien leur expliquer que s'ils respectent les gestes barrières, on peut raisonnablement, vraiment, alors après je ne donnerai pas de chiffres parce qu'on a tellement entendu de choses que la vérité, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que sincèrement, les gestes barrières ne sont pas juste quelque chose qui politiquement viendrait cacher d'autres misères. Non, non, je ne crois pas. Je pense sincèrement que c'est réellement efficace. Et tout simplement parce que la transmission, il ne faut pas oublier, même si maintenant on nous dit tout, que ça donne des tas de troubles et ainsi de suite, le Covid, ok, c'est une maladie respiratoire. L'appareil respiratoire, il y a le haut appareil respiratoire, le bas appareil respiratoire, ça va des narines, de la bouche, jusqu'aux alvéoles. Mais il faut en rester là. Et ça, si on se protège, alors bien sûr, il peut y avoir une transmission avec des postillons qui arrivent dans les yeux, c'est possible, mais la muqueuse des yeux, et notamment avec les canaux lacrymaux, elle rejoint le nez, donc tout ça, c'est les voies aériennes supérieures. Donc ça, je crois que c'est très, très important de l'expliquer aussi aux gens, parce que ça donne du sens aux gestes barrières. L'histoire, eux, ils travaillent en plus de ça dehors, ce qui, à mon avis, est quand même plutôt quelque chose de favorable. Balancer des postillons à 5 mètres dehors, waouh, il faut qu'il n'y ait vraiment pas de vent, il faut pas. Alors, si le vent, vous dites, oui, mais s'il y a du vent qui est dans le bon sens, est-ce qu'il ne l'amène pas à 10 mètres plutôt que 5 mètres? Il y a quand même une histoire de charge virale. Alors, la charge virale, ça se dilue. Hein, quand vous tirez une cartouche avec des plombs, à 5 mètres, les plombs sont beaucoup plus groupés qu'à 10 mètres, ils sont beaucoup plus groupés qu'à 20 mètres et encore plus groupés qu'à 100 mètres. Hein. Bon, donc là, c'est pareil. Si vous envoyez des postillons, plus ça va loin, plus ça fait un nuage. Plus vous faites le nuage, moins vous avez de charge virale et moins vous avez de risque de l'attraper d'une part, si vous avez encore une fois un masque, et d'être victime donc de cette horrible maladie. Donc pour l'ensemble des gens, je pense que du collectif, alors là au sens très large, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose d'une forme de tension au moment de la reprise. Hein. Marie en a un peu parlé d'ailleurs, et c'est bien qu'ils aient tous pu s'exprimer. Il faut savoir que tout ça, ça confine, hein, les gestes barrières et notamment la distanciation sociale, hein, ça a à voir, pour ceux qui sont le plus souffrants psychologiquement, ça peut réveiller ne pas pouvoir faire la bise, ne pas pouvoir être proche des autres et ainsi de suite. Ça peut réveiller des peurs d'abandon, avec tous les corollaires de l'abandon mal vécu, c'est-à-dire le rejet social, la stigmatisation et ainsi de suite, vécu par la personne. Hein. Donc il faut expliquer beaucoup. Et ceux qui ne vont pas respecter les gestes barrières ne le feront pas, à quelques cas près, pour être originaux ou opposants, mais parce qu'ils ont des freins cognitifs et comportementaux. C'est une grande phrase, mais je pense qu'elle dit clairement les choses. Je crois que les gens ne le font pas exprès. S'il y en a un qui ne respecte pas les gestes barrières, il ne le fait pas exprès. Et ça, il va falloir l'expliquer au moment de la réunion, pour que les gens entre eux le sachent, et leur dire que si on voit quelqu'un qui ne fait pas les gestes barrières, il ne faut pas lui tomber dessus en l'affublant de tous les petits noms d'oiseaux de la création. Ce n'est pas la peine. Il faut juste trouver au moment de la réunion d'en parler, dire voilà, si quelqu'un ne le fait pas,
qu'est-ce qu'on doit lui dire? Comment vous pensez qu'on peut dire à la personne que là, il n'a pas respecté le geste et que ce serait bien qu'il essaye de le faire plus? Et comme ça, vous arriverez à trouver, je pense, une forme de consensus du collectif, et c'est toujours mieux que n'importe quoi d'autre d'imposer. Donc voilà, il faut savoir que, bien sûr, une organisation, quelle qu'elle soit, a des règles. C'est ce qu'on appelle le travail prescrit, hein. C'est comment il faut faire. Et puis, quand on regarde les gens travailler, on s'aperçoit, des fois, ils ne font pas tout à fait comme on leur a dit de faire. Et il y a 2 raisons à ça. Soit des raisons tout à fait valables, c'est-à-dire qu'avec les outils, le temps et ainsi de suite dont ils disposent, ils ont trouvé leur façon de faire. C'est ce qu'on appelle vulgairement le démerden sich, hein. C'est chacun se débrouille comme il peut. Et ça marche bien souvent. Soit c'est pour des raisons psychologiques. C'est-à-dire quand les gens ne respectent pas le travail prescrit, c'est qu'ils ont des raisons qui font qu'ils sont très souvent, je vous le disais, anxieux, parce que l'angoisse, ça génère des comportements assez originaux. Donc, il faut absolument trouver le moyen dans cette réunion de les réinscrire dans un comportement vertueux, c'est-à-dire les valoriser, hein, leur expliquer vraiment que tout ça, c'est pour tout le monde et que c'est très important qu'ils respectent tous ces gestes barrières. Et bien sûr, pour les ASP, CIP, encadrants et d'autres qui s'occupent de ces gens-là en insertion, il faut éviter les expressions toutes faites, hein. Vous savez, c'était Jacques Salomé qui disait le tu, 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 hein. Tu n'as pas fait ça, tu devrais faire ci, tu. Ça, il faut essayer d'éviter. Hein, ou alors tous les mots très connus, hein, en communication non violente, les toujours, les encore. Vous savez bien, dans le couple, hein, c'est génial, c'est qu'il y a encore, as-tu, oh, bon, alors ça, en général, ça commence bien. Hein. Tu n'écoutes jamais ce qu'on te dit. Ben voilà, ça, c'est aussi très valorisant, ça, hein, vraiment, à éviter d'urgence. Donc, si on est dans cette bienveillance envers les gens qu'on accueille, normalement, on devrait arriver à un pourcentage de respect des gestes barrières qui devraient être satisfaisants pour le collectif et ne pas le mettre en danger. Voilà, moi aujourd'hui, c'est tout ce que je vous dirais, et puis on va laisser venir les questions, si on a oublié quelque chose ou s'il y a des choses dont vous avez besoin d'en savoir plus. Je suis à votre disposition. Je coupe mon micro là, Julie? Je t'entends pas. Hein? Là, oui, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat ou ouvrir votre micro. Ça devrait pouvoir se gérer comme ça. On a 1 heure à votre disposition. Profitez-en. Vous avez pris ce temps-là pour vous, pour organiser les choses au jardin. Non? Oui, Isabelle, est-ce que Isabelle, oui. Vas-y, je t'en prie. Parler des masques. Donc, les masques, je voulais savoir, les salariés, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé la question sur le chat, mais ça n'a pas dû être répondu. Est-ce qu'ils les portent une matinée entière? Ils ont le même masque la journée? Comment vous faites, ceux qui le font déjà? Et qu'est-ce que vous préconisez, monsieur Mouillet? Alors là, normalement, je ne sais pas de bêtises, mais alors vous avez le gouvernement qui a édicté, et on les retrouve aussi sur le site de l'INRS, des consignes pour notamment, y compris les gens qui font du maraîchage. Alors je ne sais pas s'il est prescrit, ça j'ai honnêtement pas vu, très précisément je ne suis pas allé voir, le type de masque qu'il faut, mais j'imagine que vos structures ont dû prévoir et ont prévu des structures, des types de masques.
Est-ce que ça répond à votre question ou pas? Eh ben, on saura demain. Enfin, Antoine, tu m'entends peut-être. Toi qui Ouais. as continué à travailler sur les chantiers. Vous avez des masques quand vous travaillez? Et demain, donc, on a une réunion de préparation CIP encadrant pour la reprise de la semaine prochaine. Et je ne sais pas si on a des masques pour tout le monde. Ah, Alors, Isabelle, je t'entends. Alors, en théorie, alors pour info, nous, on a donc une activité jardin, des espaces verts et un atelier de textile. Donc, nous avons des dames, puisque c'est exclusivement des dames à l'atelier textile, qui ont cousu des masques sur le patron de l'AFNOR, etc., etc. Je ne sais pas combien il y en a. Je ne sais pas, en fonction du nombre qu'elles ont réussi à produire, si ce sera distribué à tous les salariés, au personnel administratif dans les bureaux, au personnel de la boutique textile, puisque milieu fermé. Bon, au jardin, bon, on a une boutique. Peut-être c'est bien d'en avoir un petit peu aussi. Bon, pour les espaces verts, je ne sais pas. Voilà, alors donc j'allais dire, effectivement, j'ai le lien pour avoir les fameuses fiches là, mais je vois qu'il est apparu, donc voilà. Et donc au sujet des masques, j'ai une autre question. Il a été question que nous organisions le lavage des masques. Bonne idée, pas bonne idée, notamment pour celui qui va les collecter, qui sera sûrement une selle d'ailleurs. Précaution sur le protocole de lavage, protection de l'opérateur, tout ça, tout ça. Paul? C'est clair la question ou Oui, oui. qu'à moitié? Si, si. il me semble que, alors déjà, l'histoire de. Donc, si j'ai bien compris, vous partez sur l'idée que les jardiniers en réinsertion vont avoir des masques lavables. Les masques lavables comme les autres, idéalement, il ne faut pas les garder toute la journée. Parce que, si vous voulez, il faut bien comprendre que quand on respire dans un masque, il y a un air entrant et un air sortant. Alors, souvent, on pense qu'à l'air sortant, c'est-à-dire qu'on a peur que, bon, je respire, j'ai de la vapeur d'eau dans l'air, hein, expiré, dans l'air expiré, il y a de l'eau, hein, il y a de la vapeur d'eau, donc ça va mouiller le masque. Au bout d'un moment, le flux de l'air expiré risque de mettre une forme d'aérosol au-delà du masque, aérosol qui est fait de gouttelettes d'eau qui seront tout simplement le mouillage du masque par l'air expiré qui contient encore une fois de la vapeur d'eau. D'autre part, ça va dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que ce bain de vapeur d'eau qui mouille le masque, si quelqu'un, par exemple, ne respecte pas les gestes barrières et tousse, par exemple, ou quelqu'un qui aurait touché quelque chose qui serait plein de Covid et qui toucherait son masque, ne serait-ce que pour réajuster, pourrait très bien, on peut imaginer qu'il puisse se faire aussi un aérosol dans l'autre sens au moment de l'inspiration. Donc, s'il y a des masques lavables, je pense qu'il faudrait, en toute théorie, enfin moi, on m'aurait posé la question en tant que médecin du travail de votre structure, j'aurais dit il en faut un le matin, un l'après-midi. Il faut, si à ce moment-là vous avez une personne désignée pour les laver, alors là, je pense que, d'abord, il faut un recueil commun, c'est-à-dire un sachet qui peut se fermer, dans lequel les gens, quand ils changent leur masque, vont mettre leur masque. Et à ce moment-là, le sachet est fermé, la personne va là où elle est censée aller, soit pour les faire laver, soit pour les laver elle-même. Si elle lave les masques, il faut qu'elle ait à ce moment-là un masque, mais là, je ne sais pas, ceci dit, si on peut en trouver, puisque les soignants eux-mêmes n'arrivent pas à en avoir, hein, à parté, mais parce que là, idéalement, celui qui va laver les masques, non seulement doit avoir des gants, une combinaison et un masque FFP2. Ça, c'est sûr qu'en termes de responsabilité, on partirait sur des choses comme ça, parce qu'après,
le risque de contagion manuportée et respiratoire en toute théorie, parce que si ça se trouve, tous les masques qui seront là, il n'y en aura aucun qui contient du Covid, mais ça, on n'en sait rien. Peut-être qu'il n'y en a aucun qui en contient, peut-être qu'ils en contiennent tous. Donc, on passe du blanc au noir en passant par tous les gris qu'on voudra. Donc ça, quand on réfléchit en termes de responsabilité, c'est ce que je vous disais là. Alors après, je ne sais pas si sur les masques donc, en tissu, vous avez d'autres questions? Il y a des questions, Paul, souvent sur la difficulté à faire aussi respecter le port du masque. Ah, il fait port du chaud, masque. c'est pas. Voilà, il y a aussi plein de Non, règles mais attachées à son utilisation, quoi. c'est une réalité qu'il y a des choses qu'on ne fait pas aussi bien avec un masque. Dans l'industrie, on les équipe de masques avec des soupapes, voire de masques avec des cartouches, y compris FFP2 ou FFP3 quand ils font certains métiers, hein, comme tous les gars qui passent au sablage des pièces pour les dégraisser, les nettoyer avant de les repeindre. Mais le fait de porter le masque, ça rentre et dans ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de leur expliquer que c'est bien une maladie respiratoire, qu'il faut absolument qu'ils aient quelque chose qui soit un paravent. Alors évidemment, le gars qui, au milieu de sa lignée de jardin, qui est en train de creuser ou de planter ou de récolter quelque chose, qui est tout seul, et qui fait un certain effort, par exemple, est-ce qu'il n'aura pas tendance un petit peu à tirer le masque, ne serait-ce que de temps en temps, pour pouvoir mieux respirer et avoir un peu d'air frais? Parce que là, on est dans un piège. C'est que plus le masque est efficace, moins ça passe facilement. Hein. C'est une évidence. Hein. Puisqu'un masque, c'est jamais qu'un filtre. Hein. C'est un filtre avec des trous de plus en plus petits trous. Hein. Le FFP3, il laisse passer des choses beaucoup plus petites que le FFP2, que le FFP1. Donc évidemment, plus on monte en qualité de masque, moins on respire bien dedans. Alors si c'est des masques en tissu, je pense quand même que là c'est moins gênant. Enfin, c'est moins pénalisant que les masques traditionnels ou les masques chirurgicaux. Les masques chirurgicaux sont moins pénalisants puisqu'il y a beaucoup plus d'ouverture. Hein. Un masque chirurgical ne cache pas tout. Hein. À la limite, là, pour le cas, il vaut mieux être barbu quand on met un masque chirurgical. Hein. Mais c'est moins gênant, en tous les cas, pour faire des efforts. Hein. C'est par rapport à ça qu'est centré mon propos. Et le masque en tissu, s'il est bien fait, normalement, ne devrait pas être trop gênant. Encore que là, ça dépend des masques en tissu. Vous avez vu que dans ce qu'ils annoncent, il y a des prix énormes de différence. Parce qu'en fait, ça dépend de ce qu'ils mettent au milieu. C'est-à-dire que dans le masque en tissu, il y a un tissu à l'extérieur, un tissu à l'intérieur, mais entre les deux, il y a soit plusieurs tissus, soit il peut y avoir des fibres ou de la microfibre, même lavable, hein, qui joue justement l'effet filtre, qui fait l'effet filtre. Donc cela, honnêtement, moi, je n'en ai pas l'expérience par rapport à un effort, hein, par rapport à des efforts. Nous, en entreprise et dans le domaine médical, on n'a jamais utilisé autre chose que des masques homologués, soit des masques chirurgicaux, ça c'était pour protéger les autres, hein, pour protéger, parce que le chirurgien, s'il met un masque chirurgical, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, c'est parce que quand il opère, il est au-dessus d'une plaie, tout est ouvert, hein. Et donc, si jamais il respire normalement, évidemment, eh ben, il envoie des choses. Et s'il est malade, qu'il est en train de débuter une angine à streptocoque, eh ben, il met du streptocoque dans la plaie. Hein. Donc, c'est aussi bête que ça. Mais après, pour l'histoire de l'inconfort généré par le masque au moment d'un effort, ça c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui favorise le port du masque. Hein. Vous avez une deuxième chose qui est très connue, ça même en entreprise, on était très gênés.
Moi, combien de fois je suis passé sur des équipes, trouver des gars avec le masque sur la tête. Et vous ne portez pas le masque? Ah si, docteur, je le porte. Oui, non, mais c'est pas là qu'il se porte. Ouais, ben, hein, avec la chaleur qu'il fait, faire ce qu'on fait, moi, mais le masque, je préfère encore respirer la créosote. Hein. Bon, ben, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Là aussi, il y a une histoire de confort. On leur dit ce qu'il faut faire, et même des gens tout à fait sains d'esprit et tout à fait volontaires, quand ils ont chaud, qui transpirent et qui les gants d'une part, le masque d'autre part, il y a des fois, ça passe à la trappe. Hein. Ou le masque dans le cou. Mathieu nous montrait son masque. Oui. Ou alors mieux, alors là, ce matin, je suis allé faire des courses chez Leclerc qui est près de chez moi, c'est génial. Des gens qui l'ont juste sur la bouche. Le nez n'est pas mis dedans. Voilà, ça, on a Mathieu qui illustre en direct. Bon. Mais bon, voilà. Non, mais c'est sûr, ça, voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je vous dis, on revient à tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire expliquer, réexpliquer, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'essayer de faire que les gens le portent, hein, que la compliance à la consigne soit respectée. Mais là, il n'y a pas de vraiment miracle. Hein. Il y a toute la formation aussi à la bonne utilisation du masque. Parce qu'il ne suffit pas juste oui, de le dire, il faut le porter. Il y a quand même tout un… Dans la réunion, il faut en avoir au moins un pour montrer le type de masque qu'ils vont avoir et pour montrer comment on le met. Hein, parce qu'il y a aussi des gens qui portent des lunettes. Il y a aussi tout ça. Donc, tout ça, il faut aussi le montrer, expliquer, voir comment ils peuvent le mettre. Parce que ça aussi, s'il y a de la buée, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire quelque chose avec un masque, avec des lunettes, et des fois, c'est pas triste. Hein, selon la qualité du masque, chaque fois que vous respirez, les lunettes elles sont pleines de buée. Travailler quand dans un brouillard, c'est pas génial, c'est pas facile. Donc les gens, ils ont vite fait. Hein, comme les lunettes, ils en ont besoin, c'est le masque qu'ils enlèvent. Hein. Ouais, Marie nous montrait les visières qu'ils ont au jardin. Oui. Voilà, petite vignette. Super. Ça, c'est super. Ouais. Alors moi, je pense que c'est bien ça, la visière, parce que ça peut rassurer beaucoup par rapport à l'histoire des yeux. Parce que, si vous voulez, comme vous savez, aujourd'hui, avec les chaînes d'information, avec tout ce qui se passe sur le net, tout le monde en rajoute. Et puis, comme il faut tenir, il faut dire des choses. Donc, on entend tout. Et par exemple, ce matin, j'entendais que aussi, bah oui, mais il faut faire aussi à la contagion par les yeux. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, les yeux font partie en gros, on peut considérer que ça fait partie aussi des voies aériennes respiratoires, en tous les cas sur le plan histologique. Après, est-ce que les yeux sont plus, moins infectés? Moi, je crois que si on fait de la prévention, encore une fois, il faut carrément mettre des visières, parce que si on met une visière, on est absolument tranquille. Par rapport aux yeux, hein, ça n'empêche pas de mettre le masque. Hein. Attention, la visière, elle n'empêche pas de mettre le masque. Hein. Il faut le masque et la visière. Hein. Parce que la visière, elle n'empêche pas le Covid de passer dessous, hein, ou dessus, ou par les côtés. Ou… Bon, c'est un acrobate, hein, l'asticot, là. Hein, donc, il faut faire attention quand même. Hein. Excusez-moi, je pensais oui, que Thomas, vas-y. Je pensais que les visières, justement, ça protégeait bien. Et que du coup, voilà, s'il y avait une visière qui venait jusqu'aux oreilles, un peu en dessous le menton et au-dessus du front, eh ben, on n'avait pas besoin. Du coup, ça permet de bien respirer, de se voir, de se comprendre, parce qu'il y a toute la communication non verbale aussi avec les autres. Et pour les gens qui sont en effet pour les sourds-muets, oui, pour la communication. Mais d'ailleurs, ils ont fait des masques. Maintenant, ils font des masques, certains transparents, pour que les gens puissent voir les mouvements des lèvres. Pour les gens qui parlent par les mouvements. Enfin, bon. Ouais, alors après, l'histoire de la visière seule, écoutez, moi, je n'ai pas vu écrit, de ce que j'ai pu lire et relire pour me préparer aujourd'hui, que la visière seule pouvait dédouaner du masque.
Je ne l'ai pas vu écrit, ça. Alors, moi, je me méfierais. Alors, je vais vous dire, parce que là, c'est là que c'est terrible, hein. J'ai bien pris la précaution de vous dire si on fait de la prévention, sur le plan de responsabilité civile et ainsi de suite. Parce que, en toute logique, celui qui aurait rien et celui qui aurait une visière, il vaut mieux avoir la visière que rien. On est complètement d'accord. Évidemment. C'est une évidence. Par contre, que la visière protège face à une effluve de Covid importante, hein, bon, là, je m'en méfierais, surtout s'il fait un effort. Parce que vous avez dit, c'est plus facile pour faire un effort. Ah oui, pour celui qui porte la visière sans le masque, il fait plus facilement un effort. Ça, on est d'accord sur ça. Mais quand on fait un effort, on respire plus fort, plus vite et plus fort. Ce qui veut dire que le flux est plus fort. Ce qui veut dire que les courants, si on mesurait, hein, sur les côtés de la visière, on s'apercevrait qu'il y a de l'air qui rentre et qui sort plus fort au moment de l'effort, hein. Donc là, moi, je me méfierais, encore une fois, avec les précautions oratoires que je prends, si vous voulez être parfaitement dans les clous par rapport à la responsabilité, moi, je ne dédouanerai pas du masque. Maintenant, si vous le trouvez dans un papier officiel et qui disent que l'un peut remplacer l'autre, à ce moment-là, si vous avez un papier officiel, vous êtes de l'INRS ou de Point Gouv, vous êtes tranquille. Mais j'en doute. Sincèrement, j'en doute. En tout cas, pour moi, et de toute ma pratique de médecin du travail, on n'a jamais opposé les deux. On les a mis ensemble. Mais surtout pas opposés. Par contre, l'avantage de la visière, c'est par rapport en effet à l'effet de buée. Mais si c'est d'une correction, parce que par rapport, si vous voulez, moi je pense aux lunettes pour les soudeurs. Mais là, si c'est des lunettes personnelles, donc de vue, pour une myopie, un astigmatisme, un truc comme ça, là, vous ne l'éviterez pas non plus. C'est-à-dire que même s'il y a une visière, ça n'évitera pas la buée sur les lunettes personnelles, hein, on est d'accord. Parce que ça, le masque, il génère ça. Ou alors, il faut trouver des bons masques. C'est-à-dire des masques qui aient de la mousse suffisamment souple et épaisse autour de la pièce en métal qui permet de mouler le nez. Et dans ce cas-là, on a des masques où, en effet, même si sans soupape, hein, qui peuvent ne pas constamment mettre de la buée sur les lunettes. Juste une dernière remarque, c'est au niveau des visières, j'ai l'impression que ça réglerait pas mal de problèmes. Déjà, ça se mouille, déjà c'est au niveau de l'effort. En pleine chaleur, travailler dehors, on le voit, c'est très très pénible de porter le masque en permanence. Donc rapidement, les personnes l'enlèvent ou voilà, c'est sur le côté et donc ça fait plus sa fonction. Deuxièmement, de les laver plusieurs fois. Là, je vais acheter beaucoup de masques à la pharmacie, mais ils sont lavables 32 fois, donc quelque part, ils sont jetables quand même. C'est pas évident de trouver suffisamment de masques en tissu, etc. Si on arrive peut-être à fabriquer, apparemment, dans les jardins du Chéran, là, il y aurait un bénévole qui a fait des visières. Donc, si on aurait un modèle ou quelque chose comme ça me paraît beaucoup plus simple si on arrive à fabriquer des visières nous-mêmes parce que et puis ça on peut les désinfecter aussi facilement. Donc je sais pas si on peut partager des modèles de visières fait maison moins chers. Voilà. Ok, on verra ça, Thomas. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Profitez-en. Il faut bien que vous sachiez quand même, hein, c'est que déjà, en termes de prévention, dans toutes les entreprises, hors Covid, c'est déjà pas toujours simple de faire porter les EPI, hein, les éléments protecteurs de protection individuelle, tous confondus, hein, de la paire de chaussures de protection, en passant par les différents habits spécifiques,
ignifugés pour les soudeurs, tout ce que vous voudrez. Toutes ces choses-là, il faut savoir qu'elles sont efficaces, même très efficaces. Mais un peu comme pour un médicament miracle qui marche bien et qui n'a pas d'effet secondaire, moi, j'en ai jamais vu. Hein. Donc, les EPI, forcément, ça apporte quelque chose qui est où ils sont lourds, où ils sont chauds, où on transpire dedans, mais il y a toujours quelque chose qui fait que ça génère des comportements d'évitement pour les gens, parce que ben, en particulier quand ils sont seuls, et voilà, mais qu'est-ce que vous voulez, ça c'est juste humain, sauf que là on est dans une situation très particulière et que donc il faut essayer de les convaincre encore plus. Et puis, il va falloir que vous passiez de temps en temps et puis gentiment, vous fassiez remarquer à ceux qui ne remarquent pas que ce n'était pas ce qui a été dit à la réunion, qu'il vous semble que quand même, même si vous comprenez que le masque qui génère de la buée, qu'ils ont du mal à respirer, patati et patata, il vaudrait mieux le porter. Ça ne va pas se faire en une fois. Hein. Ce serait hyper génial. Hein. Si vraiment vous faisiez une réunion et que tout aille bien derrière, moi, je serais ébahi. Hein. Paul, il y a une question sur l'utilisation des gants. Est-ce que c'est utile ou pas? On a une question aussi sur l'aspect disciplinaire en cas de non-respect sur les gestes barrières. Ah, oui. Alors, les gants d'abord. Alors, les gants, ça, je dois dire que c'est pareil. C'est un peu comme pour les masques. Je ne sais pas que je veuille botter en touche. Je peux vous parler de tout type de gants. Mais là, en l'occurrence, les gants, du moins ceux qu'on a concernant le Covid ou le problème Covid, vous avez vu que pour la population générale, on a déconseillé de porter des gants. Pour une raison fort simple, c'est que si vous mettez des gants, c'est pour vous protéger de toucher des éléments de tout type hein, qui seraient porteurs du virus. Alors, ça veut dire, quand vous portez les gants, on se dit c'est un avantage les gants. Vous vous touchez moins le visage quand vous avez les gants. Il y a un aspect proprioceptif de précaution qui fait que vous touchez quand même moins le visage quand vous avez les gants. Mais là où il y a un vrai problème, c'est que si vous avez vu des professionnels de santé enlever leurs gants, il y a une technique pour enlever les gants. Et que donc, le problème, c'est de ne pas s'en mettre et que quand on enlève les gants, on les jette là où ils doivent être mis et tout de suite, on se lave les mains comme il faut. Tout de suite. Avant même de tout autre processus. Hein. Parce que le risque, c'est de se contaminer au moment où on enlève les gants. C'est pas quand on a les gants, parce que les gants eux-mêmes, en dehors de faire transpirer, si on les porte longtemps, les gants, ça pose pas de problème en soi. Hein. Ou des gens qui ont des maladies de peau, des choses comme ça peut arriver. Mais globalement, ça pose pas de problème. Simplement, c'est au moment où on les enlève que ça peut en poser. Et que là, ça risque d'être pire que tout ce qu'on a voulu éviter. Après, sur l'histoire de jouer les pères fouettards ou pas, si c'est pas respecté. Alors là, je pense qu'il y a probablement quelque chose de très particulier à chaque jardin. C'est à vous j'ai envie de dire vous les organisateurs, pour pas dire les dirigeants, qui allez discuter de ça. Je pense pas que ce soit une très bonne idée, personnellement, de venir. Bon, parce que comme j'ai essayé de vous l'expliquer, si les gens ne respectent pas, en dehors de quelques personnalités limites qui vraiment sont systématiquement pour le contre et contre le pour, en dehors de ça, la majorité des gens ne le font pas par bravade ou par envie de ne pas respecter ou par agressivité. Ils le font parce qu'ils oublient, parce que sur le plan cognitif et comportemental, ils sont probablement dans d'autres choses dans leur tête ou préoccupés même par simplement ce qu'ils font et qu'ils n'ont pas intégré l'importance des gestes barrières ou tout simplement des gestes de prévention, hein, parce que c'est vrai encore une fois partout dans l'industrie ce que je vous dis là. Hein. On parle des gens là et du retour de vos salariés après un confinement, mais
bon, voilà, il y a quelque chose de spécifique pour vous à gérer, mais sachez que là-dessus, il ne faut pas vous faire de mea culpa terrible. La prévention, c'est quelque chose de long, de compliqué. Il faut vraiment expliquer encore, parce que je peux vous dire que c'est pas simple, hein. Il m'a fallu aller dans des fosses ou des machines, m'habiller comme les gars, travailler comme eux, hein, parce que ceux qui ne savent pas, la dernière fois, j'ai été médecin du travail à la SNCF longtemps. Donc, pour que les gars voient que j'étais de bonne foi, que je voyais que je leur ai fait des mesures de fréquence cardiaque, des tas de trucs pour essayer d'expliquer l'intérêt de ce qu'on leur disait. Mais c'est compliqué. La prévention, c'est compliqué. C'est pas aussi intuitif qu'on veut bien le croire. Parce qu'on peut se dire, ah ben, ça devrait être intuitif. On a peur de quelque chose, on met un masque et ben, pouf, on est tranquille. Oui, mais quand on travaille encore, comme l'a dit Thomas, je crois, tout à l'heure, quand on travaille, franchement, moi j'ai un voisin qui a quelques jours à qui j'avais bien briefé, ça va faire sourire quelqu'un chez vous là. Hein, j'ai bien briefé pour qu'il porte son masque. Il a voulu aller faire des courses avec le masque et le vélo, en vélo. Il a voulu monter la côte qu'il y a pour arriver chez nous à Chambéry. Il a fini sans masque. Hein. Il parle de mon père, comme ça vous êtes tous au courant. Donc, voilà, ça c'est une évidence. Non, c'est pas vraiment c'est un vrai problème. Et c'était du masque FFP1. Donc, bon, c'est celui qui filtre le mot, enfin, qui est le plus gros port, donc qui laisse passer le plus d'air pourtant. Là, il avait l'impression d'étouffer. Donc, on a des questions, Paul, aussi sur la fréquence du nettoyage des locaux. Est-ce qu'il y a des préconisations ben ça, c'est quotidien, je crois. Idéalement, ouais. C'est quotidien. Ah oui. Oui. Et normalement, il faudrait que quelqu'un les nettoie une fois que tout le monde est parti. Pour qu'au retour, ou juste avant que tout le monde arrive le matin. Ça, après, c'est juste une histoire organisationnelle, mais voilà, une fois par jour, oui. Ça, je crois que c'est. Oui. C'est de la logique, parce qu'après, on peut tout dire. Vous avez des gens qui ont très peur. C'est que là, pendant le confinement, vous aviez des gens qui laissaient leurs chaussures devant leur porte, hein, dans des immeubles, qui ne rentraient pas chez eux avec leurs chaussures. Hein. Bon, alors, je ne sais pas si on doit dire merci les chaînes d'information ou si on doit dire merci au net et aux réseaux sociaux, mais quand on se met à avoir peur, encore une fois, la peur est irrationnelle, par essence. Donc, voilà, et comme en plus on a entendu dire tout et son contraire, encore une fois, à propos d'un virus qui peut être potentiellement mortel, on peut se poser toutes les questions. Donc, je crois que là, il faut pas se poser de questions par rapport à ça. C'est une fois par jour, on nettoie, et puis voilà. Laurence, tu veux préciser ta question? Allume ton micro, n'hésite pas à parler directement. Oui, du coup, nous, c'est un vrai souci parce qu'on est vraiment en sous-effectif. Là, j'attends d'avoir des feux verts pour avoir plus d'aides maraîchers qui reprennent. Et du coup, il y a des journées où on se dit, mince, qui a fait tel endroit ou tel endroit et c'est pas fait, quoi. Même si on a attribué un peu des zones de nettoyage. Donc, c'est un vrai point qui me pose souci pour la semaine prochaine, ça c'est sûr. Oui. Dans les services même dans les services de médecine, dans le dernier où j'étais à Chambéry, il y avait de la médecine de soins et de la médecine du travail qui se faisait, et des spécialistes qui venaient. Normalement, derrière la porte, il y avait une feuille avec la date et le nom de la personne qui avait nettoyé. Si vous voulez vous couvrir, il n'y a pas d'autre possibilité. Et voilà, parce que sinon, après, c'est trop compliqué de savoir. Et puis alors, voilà, il peut y avoir. Non, c'est important parce que ça revient à ce que disait aussi tout à l'heure Marie Truc, l'histoire d'impliquer les gens, hein, de les responsabiliser. Il y a quelqu'un d'entre vous, qui a parlé de la responsabilisation. Je pense que ça en fait aussi partie. C'est très important que tout le monde se sache là en situation exceptionnelle et donc prennent des mesures, et ça fait de la cohérence pour tout le monde, ça aussi.
de savoir que qu'il y a par exemple une feuille avec la date, le nom et l'heure du passage de celui qui est venu faire le nettoyage, c'est très important. Après, si la personne n'a pas bien fait son boulot, bien sûr, mais alors là, on va trop loin. Là, on ne se pose pas la question. Hein. On peut pas, voilà. Mais à partir du moment où la personne est quand même arrivée, a mis l'heure de passage, a mis son nom, je pense quand même que on est relativement protégé et tout le monde se sent quand même protégé. Ok, Christelle, puis Émilie. Ouais. Oui, j'avais une question. On parlait tout à l'heure du nettoyage des masques. Est-ce qu'il est préférable que ce soit plutôt l'entreprise qui nettoie les masques pour tout le monde, ou est-ce que vaut mieux qu'ils nettoient leurs masques chez eux individuellement, sachant que souvent ce sont des masques en tissu, qu'on ne sait pas non plus dans quelles conditions vivent les personnes à titre personnel, on ne sait pas, voilà. Donc, non. Alors là, c'est de la responsabilité, quoi. Chez eux, moi, j'achèterai pas. Hein. J'achèterai pas parce que vous posez toutes les questions. C'est-à-dire que d'abord, ils ont le masque. Bon, le masque, encore une fois, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on le situe dans le cadre d'une structure. On appelle ça une entreprise, vous l'appelez comme vous voudrez, mais une structure où il y a des gens qui viennent travailler. Bon, voilà. Donc, on prend des règles. On ne peut pas demander aux gens de nettoyer chez eux. À la SNCF, on avait eu le problème à des moments avec des gens qui amenaient chez eux leur combinaison de travail. Mais vous vous rendez compte au moment où il y a eu l'histoire de l'amiante et tout ce qui s'ensuit? Il y a eu d'ailleurs des procès de fait là-dessus. Vous ramenez quelque chose à la maison, par définition, quand vous êtes au travail, si je vous fais porter une combinaison, vous êtes en droit de me dire, monsieur, pourquoi vous voulez que je mette une combinaison? Et moi, je dois pouvoir vous dire parce que je veux vous protéger de, alors soit un produit chimique, soit un produit physico-chimique, des poussières dans l'atmosphère, soit un virus, une bactérie, peut-être. Donc, ok. Et quand je pars de chez vous, monsieur, j'enlève ma combinaison. Comment je fais? Parce que là, il faut même avoir non seulement des casiers à double, et même si c'est des risques infectieux, il faut même deux. Avec une communication, il faut que vous ayez une armoire séparée de celle où vous mettez vos habits de ville. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez arriver, enlever tous vos habits de travail, les mettre dans ou là où il faut les laver, s'ils doivent être lavés tous les jours, soit les remettre dans un vestiaire, aller prendre votre douche, ce qui suppose que vous ayez des douches tenues comme il faut, avec des clayettes par terre pour ne pas attraper les champignons et ainsi de suite. Le code du travail est assez extraordinaire là-dessus, mais à juste titre. Hein. Vous prenez votre douche, vous vous séchez, la serviette, vous la laissez dans l'armoire où il y avait les choses sales, et vous allez vers votre armoire où il y a vos vêtements de ville, vous vous rhabillez, et vous partez. Parce que sinon, vous ramenez chez vous tous les miasmes de la terre et tous les produits toxiques de la terre que vous avez chopés en travaillant. Parce que, en fait, il y a certains salariés qui nous expliquent que porter le masque de quelqu'un d'autre le lendemain, même s'il est lavé par l'entreprise, il y en a qui sont un petit peu réticents. Donc, je ne sais pas. Là, c'est simple. Hein. Si vous avez quelqu'un qui coud un tout petit peu bien, il faut faire coudre le nom dessus. Hein. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Les masques, si vous voulez qu'ils reportent le même masque, il faut leur donner une couleur à chacun. Ah ouais. 2 couleurs pour faire une association, vous en aurez plus, hein, vous en aurez au moins 99. Et puis voilà, parce que voilà, il faut que Jojo il ait du rouge plus du bleu, que Arthur il ait du violet plus du jaune, et qu'il le sache, comme ça le lendemain, il sait qu'il reprend un violet et jaune. Okay. C'est le sien, c'est forcément celui qu'il a eu la veille. Parce que sinon, vous vous affranchirez pas de ce problème-là. Par contre, il ne peut pas critiquer le fait qu'il ait été lavé. Parce qu'en général, ils sont lavés et repassés. Hein. Normalement. C'est ce qui a été dit. Voilà, ils sont normalement lavés à 60 degrés minimum, voire 70 degrés. Hein, et d'autre part, après, idéalement, ils sont séchés et repassés. Non, maintenant,
Là, si votre entreprise les donne à faire à quelqu'un, il faut que ce soit dans le contrat, hein, il faut que ce soit négocié. Mais là c'est comme pour le ménage tout à l'heure, on peut pas. Après, si les gens font pas leur travail, là, on arrive à des limites où on peut pas tout gérer. Émilie, tu veux poser ta question? Oui, je me posais la question sur les blocs-portes qui permettent notamment sur des lieux communs d'éviter les points de contact en ouvrant et fermant les portes. Mais ce qui me pose problème, c'est plus pour les bureaux, notamment quand je vais reprendre au niveau des entretiens individuels et de la confidentialité. Qu'est-ce qui est préconisé alors au lieu du bloc-porte? Bonne question. Alors là, en termes de confidentialité, s'il y a vraiment une confidentialité à maintenir, si vous êtes allé consulter des médecins, vous n'avez pas vu qu'ils mettaient un bloc-porte. Hein? Non. Ben non, pas possible. Pas possible. Donc à ce moment-là, il n'y a qu'une solution. Que vous ayez un bout de chiffon et une solution référencée NF, je ne sais plus combien, 14 et je ne sais plus combien, ça vous le trouvez facilement, pour nettoyer. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit écrit sur la bouteille au moins élimine à 99,9% et vous avez, mais vous pouvez le retrouver, hein, ça, ou éventuellement on reviendra avec Julie, on peut vous l'envoyer. Et il y a des solutions homologuées. Vous nettoyez les portes à l'entrée et puis du gel hydroalcoolique pour la personne. Et vous arrivez, vous sortez vous ouvrez la porte vous-même, la personne sort, elle doit se laver les mains, mais quand elle rentre, elle se lave aussi les mains, enfin elle se met du gel hydroalcoolique et vous nettoyez régulièrement votre porte et vous mettez aussi du gel hydroalcoolique. Si votre peau le supporte bien, le soir, vous mettrez une crème à base d'allantoïne pour éviter tous les dessèchements qu'entraîne le gel hydroalcoolique. Ce gel hydroalcoolique, ça dessèche vraiment la peau. Ok, merci. Et Paul, pour continuer un petit peu sur l'histoire de la confidentialité, donc oui. Dans le cadre des entretiens, donc soit dans des bureaux qui ont des dimensions qui rendent possible donc l'éloignement, soit il y a des jardins qui commencent à réfléchir, vu qu'on va vers les beaux jours, à des solutions en extérieur. Et la question est souvent, est-ce qu'on fait des entretiens avec masque ou alors on s'équipe d'une vitre en plexiglas, ce qui permet d'enlever le masque et de laisser place au langage non verbal. Un peu comme ils font maintenant dans les restaurants ou dans les marchés. Oui. Alors, moi je pense que si on est dehors, si on prend une table volontairement qui fait plus d'1 mètre au carré, hein, minimum 1 mètre, hein, qu'on est assis chacun de côté et qu'au milieu il y a une planche de plexiglas qui idéalement faudrait qu'elle soit au moins d'1 mètre en hauteur et un peu plus large aussi sur les côtés, qu'elle descende au moins de 20 cm du côté de la table. Je ne vois pas, en effet, je pense que pour un entretien, on avait quand même déjà, c'est le principe de l'hygiaphone, hein, où on faisait même des trous, mais on remettait une contreplaque. Alors ça, l'hygiaphone, ils ne l'ont pas validé pour le Covid, parce qu'encore une fois, ils ont tellement peur que ça passe par tous les côtés et qu'on leur fasse un procès d'intention que ça n'a pas été validé. On dit juste une plaque. Mais le fait est que s'il y a une plaque, bon, on est dehors. Alors après, pour s'entendre, dans la vente, je sais que à plusieurs endroits, j'ai vu ça, des gens ont une plaque, mais il y a un petit espace en bas pour laisser passer la voie. Mais là aussi, si on laisse passer la voie, on n'est plus dans l'absolu dans lequel on doit être vis-à-vis du Covid. Donc, idéalement, c'est de mettre une plaque en plexiglas, en effet, puis les gens s'entendront, ils répéteront s'ils ne s'entendent pas bien. Parce que quand on fait un entretien confidentiel, en général, on évite de parler très, très, très fort. Donc, dehors, ça dépend du bruit qu'il y a ou pas. Ou dans une pièce, ça peut être aussi dans une pièce, pour ceux qui auront des grandes pièces. Là, c'est plus facile. C'est plus facile, on s'entend mieux. Donc là, la table, indiscutablement, c'est OK. Dehors, voilà, mais dehors, c'est pareil. S'il y a beaucoup de bruit, même avec le masque,
on risque de ne pas respecter le maître minimum si on veut s'entendre. C'est un peu ce que disait d'ailleurs Thomas tout à l'heure et tout. Enfin, pour se comprendre, pour se parler, il y a tellement d'habitudes qui ont été prises que c'est assez incroyable. Hein. Il y avait une vieille étude qui avait été faite chez Mercedes à propos du port de gants. Ils ont pris des jeunes, ils leur ont appris à monter, démonter un moteur de Mercedes bien donné avec les gants, à l'apprentissage. Hein. Et les gars le faisaient très bien. Ils sont allés dans des tas de concessions allemandes de Mercedes et ils ont pris des mécanos, ils leur ont dit voilà, vous allez mettre ces gants-là, vous allez démonter, remonter le moteur. Les mecs n'étaient pas possible, c'est pas possible, ils n'y arrivaient pas. Bon, parce qu'ils ont tellement eu l'habitude de faire sans gants que avec les gants, ils ne sentaient pas, ils n'y arrivaient pas. Il y avait toujours, où ils mettaient un temps infini. Enfin, ils ont toujours, voilà. Et ça, c'était très intéressant sur le plan ergonomique, parce que en fait, il y a une histoire d'apprentissage là aussi pour certaines choses. Quand on parle de la prévention, là au sens très large, il faut mieux l'apprendre très tôt. Hein, c'est sûr, dans tous les lycées professionnels et tout, ce serait bien. J'espère que c'est fait. Qu'on leur apprenne parfaitement tous les gestes de précaution, de prévention pour soi. Parce que c'est là que ça s'apprend. Plus on l'apprend tôt, et plus c'est facile après. Ça, c'est clair. Alors, bon, moi, j'ai rien contre la glace. Ça me paraît pas, je pense pas que ça puisse être opposé, ça, je crois pas. Si elle est bien faite, franchement, non. Enfin, là, après, il faut vraiment imaginer que le virus, il va aller faire le tour d'un truc pour redescendre et rentrer dans les narines de l'autre en face. Enfin, je veux bien croire qu'il est acrobate, mais enfin, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou certaines que j'aurais oubliées, que je n'aurais pas bien vues sur le chat? Oui, moi j'ai une question. Vas-y Antoine, je t'en prie. Alors, au début de l'épidémie, là, on avait reçu une liste de personnes qui avaient un surrisque, quoi, genre, je sais plus tout, les insuffisants respiratoires, les diabétiques, voilà. Comment dire, quid de la reprise de ces profils-là lundi? Alors là, je pense que la réponse, elle est relativement simple. Parce que déjà, vous avez reçu une liste de pathologies qui exclurait les gens exposés, enfin, sur des postes exposant au Covid. Mais comment vous les connaissez, ces gens-là, vous? Comment vous pouvez en avoir connaissance? Eh bien, justement, grâce au suivi qu'on a avec eux, notamment via leur CIP. D'accord, d'accord. Ce n'est pas une question piège. Hein. À partir du moment où vous savez qu'il y a des gens comme ça, il faut un certificat médical, ou qu'il soit passé par le médecin du travail ou par leur médecin traitant, mais il faut que vous ayez un certificat qui témoigne du fait que la pathologie du monsieur ou de la madame n'empêche pas de travailler dans une ambiance où possiblement il peut rencontrer du Covid. Juridiquement, en tout cas sur le plan de la responsabilité civile, ça, à mon avis, vous n'y échapperez pas. Parce que là, si vous le savez, vous êtes l'employeur, vous devez protéger votre employé. Donc, effectivement, vous savez qu'il a une fragilité, une vulnérabilité. Forcément, vous n'êtes pas médecin, vous devez avoir un papier, au minimum du médecin traitant, idéalement, s'il peut être vu par le médecin du travail. Super, au moins là, vous êtes complètement, là, vous avez même, vous spécifiez sur la fiche d'aptitude que c'est pour une aptitude exposition sous risque Covid. Si le médecin du travail vous le met apte, alors là, juridiquement, vous êtes complètement couvert. Ok, merci. On a du mal à trouver une information un peu claire dans toutes les annonces là, qui tombent les unes après les autres. Il faut que tout le monde retourne travailler, mais il y a toujours des mais. Oui. Ah ben oui, non, mais regardez l'histoire qui est assez extraordinaire parce qu'elle est complètement mélangée et de politique politicienne, mais aussi d'une vraie réalité. Quand on a dit aux maires, il faut remettre les gamins à l'école, on leur envoie 64 pages
de restriction. Bon, alors ok, mais s'il se passe quelque chose demain, parce que c'est toujours pareil, hein, vous savez, là-dessus, le 100%, ça n'existe pas en matière humaine. Hein. Il y a un gamin qui va le choper, le virus, hein, ça, à tous les coups. Comment le maire ne va pas être responsable? Il faut qu'on m'explique. S'il n'y a pas un papier, s'il n'y a pas un décret ou bref, quelque chose d'officiel acté par l'État dédouanant le fait que durant une période qui peut être bornée, mais s'il se passe quelque chose, ce sera comme pour les accidents liés voilà, à des erreurs policières ou n'importe quoi, ce sera une prise en charge par l'État, point barre. Ou comme même simplement une complication. Quand vous faites une vaccination obligatoire, si vous faites une complication, c'est l'État qui paye, c'est l'État qui vous dédommage. Et bien là, il faut que ce soit pareil, parce que sinon, les maires, moi, je les comprends. Moi, je crois que j'aurais été plutôt de ceux qui sont assez d'accord pour faire reprendre l'école, parce que pour certains gamins, c'est sûr que c'est discriminant de ne pas aller à l'école, mais à condition qu'on ne vienne pas me dire après, s'ils chopent le Covid, que je suis un assassin et que c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Ça me paraît évident. Et souvent, c'est comme ça. On a souvent des histoires comme ça, sauf que là, elles sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus brutales avec cette histoire-là. Oui, donc Aurélie disait qu'en effet, certains jardiniers n'ont pas de médecin traitant, parce qu'on est parfois aussi, les jardins sont parfois dans des zones de déserts médicaux. La médecine du travail, donc la MSA dont on relève, je ne sais pas s'ils ont une disponibilité en ces temps Covid. Donc, il faut leur poser la question quand même, hein. Notamment si vous en avez plusieurs, 3 ou 4, à ce moment-là, trouver le moyen qu'ils puissent y aller le même jour, truc qui soit vu, et parce que c'est une vraie responsabilité. Sinon, je crois qu'il ne faut pas remettre la personne au travail. Moi, j'irai jusque-là. Hein. Parce que là, c'est vraiment de la responsabilité du dirigeant de la structure. Hein. Ça, c'est clair. Hein. D'accord. Donc, est-ce que le médecin traitant, la question est, peut se substituer au médecin est-ce que le médecin du travail peut se substituer au médecin traitant? Alors, le médecin du travail, toujours pareil. Alors là, on part sur des trucs. Oui, la réponse est oui. Dans la mesure où il ne se substitue pas au médecin traitant. Il donne une aptitude à lui, médecin, de savoir s'il sait tout sur la personne ou s'il demande à la personne d'aller voir son médecin traitant, de revenir le voir avec un papier du médecin traitant pour pouvoir faire l'aptitude. Ça, c'est son job. C'est pas votre job, ça. Hein? Ça, vous payez un service de médecine du travail, vous lui envoyez le salarié, ce que vous voulez, c'est qu'il vous dise s'il est apte ou pas apte. C'est tout. Là, la personne, elle reprend le 15 décembre, pas le 15 mai. Hein. C'est ça le problème. Ah non, mais alors là, on est d'accord. Mais là, on est en train de parler de responsabilité. À partir du moment où on parle de responsabilité, c'est épouvantable. Il y a du délai, oui. Ah, mais c'est épouvantable. Alors après, on peut aussi imaginer, je sais bien que la médecine du travail, ou si j'ose dire ce qu'il en reste, fait ce qu'elle peut, mais normalement, le médecin du travail, s'il connaît la personne, peut quand même avoir des infos et puis aussi interroger la personne qui, bon, voilà, peut avoir très envie de travailler, je peux l'entendre, mais n'a peut-être pas non plus envie aussi de prendre des risques, surtout quand il s'agit de pathologies chroniques. Les gens sont quand même plutôt avertis en général. Est-ce qu'ils ont des raisons de le cacher au médecin du travail? Certains sûrement, mais dans la grande majorité, je pense que le médecin du travail, s'il peut vous le recevoir rapidement, il doit pouvoir répondre. Après, peut-être aussi qu'il faut appeler le médecin du travail au téléphone et lui demander s'il veut le recevoir ou pas. Alors après, s'il n'a pas de médecin traitant, si le médecin du travail est à Pétaouchnok et qu'on ne peut pas le joindre, là, je dois dire que la réponse, elle est simple, hein, c'est monsieur, tant que je n'ai pas la réponse, eh ben, vous restez chez vous, vous continuez. Parce que de toute façon, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés par des arrêts de travail, non? Quand ils sont en confinement, non? D'accord. Antoine?
Alors, je ne sais pas. Il y en a qui ont eu des arrêts de travail. Il y en a qui ont été placés en chômage partiel, je pense. Je n'ai pas, j'ai pas l'info. Ceux qui ont ce genre de Chez nous, ça problème, concerne quand même peut-être 15 à 20 salariés, quoi. Donc, comme il y en a aussi qui avaient des enfants en garde, bon, il y a tout un tas de possibilités possibles. Et j'ai pas mais géré ça personnellement. ce qui est important, c'est les gens précisément qui donc étaient dans la fameuse liste que vous avez reçue. Vous en avez combien? Peut-être 15 à 20. Je ne sais pas si on en a. Il y a Émilie qui… Vas-y Isabelle. J'avais fait un mail à Pierre avec les gens potentiels. Je ne me souviens pas qu'il y en avait quand même une vingtaine. Mais par contre, au niveau de la direction, on avait fait un courrier à tous les salariés en précisant que s'ils étaient concernés par une des pathologies, en indiquant la liste, etc., qu'ils se rapprochent de leur médecin traitant pour avoir un arrêt de travail. Et personne ne l'a fait, donc ils ont tous été, pour ainsi dire, en chômage partiel. Bon, Émilie témoigne là du fait qu'elle a pu faire un travail avec la MSA plutôt par entretien téléphonique et par mail. Mais nous, on n'est pas MSA. Ah, bah vous avez peut-être de la chance pour une fois. Ah, pas gagné. Ah, d'accord, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On s'approche de la fin. Généralement, on commence à fatiguer un petit peu. Voilà, Aurélie vous a mis un mot dans le chat en disant qu'une simple déclaration à la MSA en ligne, pas besoin d'un arrêt de travail. Vas-y, je t'en prie. En fait, pardon, oui, on a fait une déclaration à la MSA. En fait, notre directrice avait fait un lien directement avec notre MSA, donc Oscar de l'Or, où les gens avaient juste à se déclarer pour les personnes dites à risque, avec vraiment une pathologie, une ALD et tout ça. Et donc, nous, on a reçu un mail de confirmation comme quoi, du coup, ils étaient en arrêt de travail par rapport à ça. Ils n'ont pas eu besoin, justement, pour ces personnes, parce que nous, on est dans un vrai désert médical, ils n'ont pas eu besoin de passer par un médecin traitant. Par contre, du coup, j'ai une question. Admettons, on a une personne qui a été infectée par le Covid sur le jardin. Il y a un mois, aujourd'hui tout va bien. Est-ce que la personne peut reprendre le travail normalement ou est-ce qu'elle doit repasser par un médecin traitant pour valider qu'elle n'a plus de symptômes? Alors, je pense que oui. Encore une fois, voilà, on sait plein de choses que la réponse, elle est oui. Et le médecin, lui, si il ne joue pas au cow-boy, il va demander un test qui est un test sérologique à la recherche d'anticorps. Parce que sinon, il ne peut pas vous répondre. Et même s'il veut aller très loin, il faudrait qu'il fasse faire les deux tests. Parce qu'avec tout ce qui a été dit, il faut être sûr qu'on n'ait plus de protéines virales dans les naseaux, dans les narines, dans les fosses nasales, et d'autre part, qu'on ait des anticorps. Si c'est ça, il peut reprendre le travail. Il est protégé pour lui, mais même pour les autres. C'est-à-dire que s'il a des anticorps actifs, il ne peut pas être porteur sain. Bien. Voilà. Mais après, ça c'est le travail, je dirais, du médecin. Pour vous, oui, je crois que si quelqu'un a été contaminé, vous le savez, il faut qu'il ait un papier qui dise qu'il est en effet apte à vivre en collectivité, comme on faisait dans le temps, même des certificats pour les gamins qui partaient en colonie de vacances d'aptitude à la vie en collectivité, par exemple. Bon, ben voilà, ça c'est le cas typique d'un certificat d'aptitude à la vie en communauté, puisqu'on est bien sur quelque chose de purement infectieux. Là, on n'est pas face à l'aptitude au travail, hein. On est juste à la vie en collectivité. Une dernière question? Ou pas? Non, on fait des signes de non de la tête. Bon. Bah, si vous êtes satisfait, tant mieux, nous aussi. Je vais vous laisser vous déconnecter. Comme ça, je me permets de garder la ligne Zoom avec Paul et Christelle pour débriefer. Je vous remercie de votre attention, de votre présence, de vos témoignages et autres. Et je vous dis, portez-vous bien et à bientôt. Voilà.